Bonsoir à tous et bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine en direct. Au sommaire, c'est une semaine décisive qui s'ouvre ce lundi pour Laurent Gbagbo. L'ancien président ivoirien détenu à La Haye depuis 7 ans va demander à être acquitté de crimes contre l'humanité. Au sommaire également, la Côte d'Ivoire courtise et séduit le reste du monde. Le nombre de visiteurs est passé de 3083 millions en 2016 à 3475 millions en 2017, soit une hausse de 12,7%. Et puis, nous nous intéresserons à ces remèdes qui font mal à l'Afrique. La vente illicite de médicaments gagne du terrain. Comment lutter efficacement contre ce fléau? Eh bien, on en parle sur ce plateau avec nos invités. Monsieur Gaston Maungou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, conférencier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Avec nous sur ce plateau également, monsieur Malik Faye, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes membre de la direction du Parti socialiste du Sénégal en France. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Sans oublier Amadou Silla, bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Vous êtes coordonnateur de la diaspora des Sénégalais de France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Moi qui vous remercie. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. Les partisans de Laurent Gbagbo retiennent leur souffle. La Cour pénale internationale a ouvert ce lundi 1er octobre 2018 des audiences clés dans le procès de l'ancien président ivoirien et de son ministre Charles Blé Goudé. Tous deux vont demander à être acquittés des crimes contre l'humanité pour lesquels ils sont poursuivis. On fait le point tout de suite avec Sharon Camara. On en parle juste après. Après 8 mois d'arrêt, le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de l'ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé a repris ce lundi 1er octobre 2018 à la Cour pénale internationale. Incarcéré au centre de détention de la CPI depuis novembre 2011, l'ex-chef d'État va demander à être acquitté de tout crime contre l'humanité et libéré de prison. La chance d'obtenir l'acquittement existe. Ça dépendra certainement de l'argumentaire de leurs avocats, de la défense, et aussi on verra si l'accusation aura suffisamment d'éléments ou pas. Après cette année de détention et plus de 2 ans de procès, la défense de Laurent Gbagbo, mais aussi celle de Charles Blé Goudé, estime que le procureur de la CPI, Fatou Bensouda, n'a pas été en mesure de prouver les accusations de crimes contre l'humanité qui pèsent sur les 2 hommes. C'est une autre phase du procès qu'on entame aujourd'hui, en ce moment. C'est-à-dire, l'accusation devrait venir, je pense, elle devrait dire, au vu de tout ce qui a été dit et fait, au vu de tous les témoins qui sont passés, nous sommes en mesure de dire que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont bel et bien coupables. On entre à une autre phase. Et les avocats feront leurs observations, diront non, ce qui est dit n'est pas vrai. Voici les faits exacts. Et après tout ça, les juges se retrouveront et puis rendront une décision. La crise post-électorale en Côte d'Ivoire est née du refus de Laurent Gbagbo de céder le pouvoir à son rival Alassane Ouattara, reconnu vainqueur de la présidentielle par la communauté internationale. Entre décembre 2010 et avril 2011, les violences post-électorales en Côte d'Ivoire ont fait plus de 3000 morts. Alors messieurs, on l'a dit, cela fait 7 ans que Laurent Gbagbo est en détention provisoire à La Haye. L'audition des témoins est à présent terminée. On va passer aux plaidoiries d'acquittement. Les avocats vont purement et simplement demander sa libération. Monsieur Maungou, sur quoi se fonde aujourd'hui cette demande de libération? Mais la demande de libération se fonde sur le fait qu'il n'y a rien. Le juge ne parvient pas à établir la culpabilité de crimes contre l'humanité. Parce qu'en effet, il n'y en a pas eu. Et vous savez que pour démontrer cela, c'est normalement le pouvoir ou les hommes politiques, la justice, les policiers, qui peuvent démontrer cela à partir de la Côte d'Ivoire, mais pas au TPI. Donc si en Côte d'Ivoire, les gens pensent que ça n'a pas été un crime contre l'humanité, la TPI ne peut pas fabriquer des preuves. Et pour le moment, franchement, il n'y a pas de preuves parce que nous savons que le monsieur a été débouté par l'armée française qui le prend et qui le dépose en Hollande, à La Haye. Alors, 82 témoins ont tout de même été auditionnés. Mais oui, mais il n'y a eu rien de concret. Il y a même eu plus de 80.
qui ont témoigné, pas seulement 2, il y a eu plus de 80 parce que depuis que ça a commencé... Oui, 82 témoins, oui, concrètement. Tout ce qu'ils disent n'apporte absolument rien du tout, parce qu'il n'y a rien de coupable pour ce monsieur. Nous savons que c'est un procès politique, parce qu'il fallait tout simplement enlever Laurent Gbagbo, un nationaliste, comme les Français n'aiment pas les nationalistes. C'est les Français qui sont débarqués avec l'armée pour le prendre et l'emmener. Et comment ils pouvaient trouver des preuves de Alors, compte tenu de cette réalité, M. Faye, vous pensez que Laurent Gbagbo a aujourd'hui des chances d'être libéré? C'est grave déjà ce qu'il vient de dire, en disant que c'est l'armée française qui a décidé de venir et de prendre Gbagbo. Il part du fait comme s'il n'y avait rien du tout, si Gbagbo n'avait rien fait. Dans ce cas, il ne faut pas quand même occulter qu'il y a eu 3000 morts. À partir du moment où il fait, on raisonne ce raccourci, moi ça me choque. Et je pense que si Laurent Gbagbo était libéré, ce serait un échec contre tous ceux qui luttent pour qu'il y ait quand même, qu'il y ait plus de violence électorale en Afrique, pour qu'on puisse éviter les morts qu'il y a à chaque fois qu'il s'agit d'élections. Vous pensez donc qu'il est coupable et qu'il doit être maintenu en détention? Pour moi, il est coupable. Et le raccourci dont je parlais tout à l'heure, il nous parle directement de témoins. Mais il oublie aussi qu'il y a quand même des centaines d'heures de vidéos qui ont été visionnées. Et qui dit qu'il n'y a rien dans le dossier? Ce sont ses avocats, c'est la défense. On attend d'abord de savoir ce que disent les autres. Le crime contre l'humanité, on attend de savoir. C'est pas parce qu'il y a des gens qui meurent, non. Le crime contre l'humanité, c'est autre chose. Il faut véritablement établir qu'il y a eu intention d'assassiner, de tuer. C'est ça qu'on appelle le crime contre l'humanité. Oui, mais c'est pas parce que 3000 personnes sont mortes. Je sais exactement. Les gens sont morts au Rwanda. Je vais préciser, c'est exactement. En millions. Et aujourd'hui, on n'a pas pu établir il faut savoir, même le génocide. Il faut savoir, il faut établir un lien. C'est-à-dire qu'il y a une organisation d'État dont la vocation est d'exécuter des gens. C'est ça qu'ils cherchent à savoir. Et ça, en fait, en matière pénale. Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a rien? Oui. Je vous disais, en cette étape, c'est juste une question de communication. Dans le fond du dossier, ils ne le savent pas exactement. Et les tout ce qui a été visionné ne prouve pas le crime contre l'humanité. C'est ça le problème. Parce que ce n'est pas parce que des gens sont morts qu'il y a un crime contre l'humanité. Alors, M. Mangou, on va écouter très rapidement ce qu'a à dire M. Silla. C'est une question qui est devant la justice. Et malheureusement, le temps de la justice, ce n'est pas forcément le temps de nous autres. La justice a une approche, a une manière de faire les choses. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il faut quand même attendre. Mais ce qui est important, et ce que nous constatons, c'est qu'il y a 7 ans de procès. Il y a beaucoup de témoins qui ont été entendus. Il y a beaucoup de vidéos qui ont été visionnées. Et jusque-là, on n'arrive pas à établir la culpabilité du président Gbagbo. Donc, naturellement, la défense, effectivement, est en droit de demander que... sa libération. Voilà. Et moi, je crois qu'il le mérite, quoi. Parce que quoi qu'on dise, même si on n'est pas là pour cautionner, parce que voilà, il y a des assassinats, tout le monde le déplore, tout le monde le condamne. Il y a eu des morts d'hommes, on ne peut pas quand même se réjouir de ces genres de situations. Et puis il y a dit de morts de part et d'autre. Voilà, mais on constate également, effectivement, quelque part, que l'armée française, la France, quelque part, a effectivement dicté sa volonté. Dans ces situations-là, on ne peut pas du tout occulter cela. Moi, je n'ai aucun avis qu'on parle de la France, oui, parce que ça nous pousse à oublier. C'est une situation de fait. Ça nous pousse à oublier qu'il y a quand même 3000 morts. Les 3000 morts là, nous ne devons pas éviter que c'est l'armée française qui est arrivée à la présidence de la République et prendre Laurent Gbagbo. C'est l'armée française qui l'a fait et n'avait pas le droit de le faire. À partir du moment où la plupart des personnes qui sont décédées dans ce conflit sont des pro-Ouattara, on peut supposer aisément qu'il y a une organisation qui était là pour les retrouver, les identifier et les exécuter. C'est ça le fond du problème. Vous savez, en politique, malheureusement, souvent, on se fait victime pour gagner l'opinion. Donc, du coup, pour moi, cette thèse de dire c'est les pro-Ouattara qui ont été tués pour la plupart. Mais ça, c'est établi. Alors, monsieur, je voudrais... Ça, c'est la communication comme tu le dis. Évidemment, non. Voilà. Non, ça, c'est établi. Les experts et les stratèges de la France veulent faire couler quelqu'un. Ils l'ont fait. Mais en tout cas, Gbagbo, il ne faut pas se défausser. Merci à tous les trois pour ces précisions. Je voudrais qu'on évolue un petit peu dans le débat, qu'on essaie d'analyser un petit peu les différentes hypothèses. À quoi peut-on s'attendre aujourd'hui en cas de libération de M. Laurent Gbagbo, M. Silla, en ce qui concerne notamment son avenir personnel à lui, mais aussi celui de la Côte d'Ivoire? Oui, Gbagbo, je pense qu'il a gagné beaucoup de sagesse.
durant cette année. En le voyant, en l'écoutant, on sait que vraiment, c'est un panafricain. Il ne va pas venir foutre le bordel à nouveau dans son pays, il ne va pas le faire. Je pense que pour son avenir, c'est quelqu'un qui a un statut d'enseignant. Si aujourd'hui, avec tout ce qu'il a capitalisé comme expérience, il peut faire de la consultance, ça, il n'y a pas de souci. Gbagbo, ses conseils seront sollicités par beaucoup d'organisations parce que c'est un panafricain convaincu et aujourd'hui c'est un modèle quand même de militants africains qui deviennent de plus en plus rares. Alors, il est vrai, Monsieur Faye, que la libération de Laurent Gbagbo est considérée par certains comme la véritable clé de la réconciliation en Côte d'Ivoire, mais est-on finalement à l'abri de nouvelles tensions politiques? Est-ce que sa libération ne peut pas aussi bien panser les plaies que rouvrir certaines blessures finalement? Effectivement, si aujourd'hui il était libéré, peut-être le pays serait encore replongé dans la catastrophe. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même la soif de pouvoir de Laurent Gbagbo. S'il est parti jusqu'à s'accrocher avec des 3000 morts, c'est qu'il y a un problème. Aujourd'hui, s'il était libéré, il va retourner automatiquement en Côte d'Ivoire et profiter de la situation. Parce qu'il ne faut pas non plus oublier qu'il y a une guerre à la succession d'Alassane Ouattara. Et donc, il y a un boulevard qui serait ouvert à Gbagbo. Si ce n'est pas Gbagbo en personne, serait un de ses proches. Et ça, ça pouvait sûrement... Dans un parti politique, ce qui est sûr, de participer à un jeu, c'est que le panafricanisme étant en train de gagner en Afrique tout entière, M. Laurent Gbagbo est prévu pour reprendre le pouvoir, qu'on le veuille ou non. Parce que déjà, la libération de sa femme... mais parce que même il reprend le pouvoir, c'est autre chose. Mais je pense qu'aujourd'hui, il doit aider. Non, mais ce qui est sûr, Laurent Gbagbo va prendre une fois de plus le pouvoir. Ça sera un apaisement pour tout le monde. Ça, c'est aux Ivoiriens d'appeler. Là, c'est votre point de vue. Oui, c'est mon point de vue, parce que regardez la preuve avec la sortie de sa femme, et nous pensons que ce que cette femme est en train de faire, c'est pour apaiser tout le monde. Et c'est important qu'on ait des gens qui ont fait de la prison, qui ont acquis de la maturité. Il ne faut pas oublier non plus que sa femme a été amnistiée. Il a été amnistié, c'est qu'elle a été coupable. Oui, mais le problème est que quand on a fait de la prison, on a acquis une certaine intelligence, une certaine sagesse. Et ne pensez pas que les Africains, c'est vraiment des bêtas. Alors, M. Mangou, on va écouter rapidement M. Et puis aussi, il faut quand même ne pas oublier, parce que je crois que la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, le président Ouattara, a quand même beaucoup de mérite et beaucoup de courage. Oui, aujourd'hui, il essaye quand même de créer les conditions d'un dialogue national. Et je crois que dans cette volonté, Simon Gbagbo, effectivement, a été amnistié. Et peut-être là, on est en train, en tout cas, d'assister à un autre acte qu'il est en train de poser, à la libération de Gbagbo. Et que tout ça, sa volonté, effectivement, c'est que la Côte d'Ivoire se retrouve. Parce que très rapidement, si aujourd'hui, M. Gbagbo n'est pas condamné et qu'il est libéré, ça voudrait dire qu'il est innocent, mais un innocent préventif pendant 7 ans devient finalement une victime. Quelle crédibilité pour la CPI dans ce cas? Est-ce que ça signe d'emblée la fin de cette institution? Mais justement, c'est pour ça, il n'y a pas que de la crédibilité de la CPI, il y a aussi de la crédibilité de la Côte d'Ivoire qui l'a laissé partir. Il y a la crédibilité de la justice ivoirienne qui a condamné son épouse, Simone Gbagbo. C'est pour ça que je ne crois pas du tout. Je me projette pas parce que je pense fermement qu'il n'y aura jamais de libération de Laurent Gbagbo. Et si on le libère, ce serait un échec pour l'Afrique. Mais ces pays n'ont jamais de crédibilité. Voilà, il y a un problème, c'est que la CPI... CPI a été instrumentalisée, montée pour... C'est un argument nationaliste. Non, mais c'est le constat. Merci, messieurs, pour toutes ces précisions. Autre actualité politique, il n'y a plus rien à prouver. Le peuple est avec nous. Ce sont les propos de Félix Tshisekedi, candidat du parti historique l'UDPS à la présidentielle de 2018 en République démocratique du Congo. Des propos tenus le 29 septembre à l'issue du premier meeting de l'opposition unifiée. Meeting qui, de par son ampleur, a été un véritable succès. Immersion dans ce reportage de notre correspondant Jacques Amboka. L'opposition politique en République démocratique du Congo affiche son unité. C'est devant des milliers de manifestants rassemblés sur la place triomphale à Kinshasa que ces leaders de l'opposition
ont tenu ce discours d'union. Freddy Mutungula, Martin Fayoulou, Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, qui ont vu leur candidature à la présidentielle de décembre 2018 validée, ou encore Adolphe Muzito, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, qui ne sont pas en lice pour ce scrutin, ont affiché leur volonté à se trouver un candidat commun pour cette présidentielle. Nous avons, vous, peuple et nous, pris l'engagement d'aller aux élections le 23 décembre 2018. Il n'en sera pas autrement. Nous nous promettons de ne pas nous trahir. Nous allons nous acheminer ensemble pour les élections du 23 décembre 2018. Les opposants qui sont dans la logique des élections sans la machine à voter ont par ailleurs un grand défi à relever au niveau interne. Réussir le consensus pour un candidat commun, mais aussi fédérer leurs électorats respectifs. Le meeting de ce samedi est un signe encourageant. L'opposition, il y aura une autour d'un candidat. Nous allons dans les jours qui viennent nous mettre d'accord pour désigner un candidat commun. Mais aussi nous allons nous battre pour trouver l'unité de l'opposition, des partis de l'opposition, pour que nous puissions gagner la majorité parlementaire à côté de la majorité présidentielle et être en condition de diriger le pays pour les changements que souhaite notre peuple. Autorisé par le gouvernement de la ville, le meeting de l'opposition s'est tenu sans heurts. Une ouverture dans le contexte du processus électoral qui s'annonce animé. Notons que la dernière manifestation autorisée tenue par l'opposition dans ce cadre dit triomphal était le dernier discours d'Etienne Tshisekedi il y a 2 ans. Monsieur Sylla, une opposition unifiée, c'est aujourd'hui la seule possibilité pour obtenir l'alternance en République démocratique du Congo? Absolument. Moi, je pense que c'est une condition sine qua non s'ils veulent gagner les élections, qu'ils portent le même discours autour d'un candidat et pour faire face au pouvoir. C'est quand même très rassurant parce que je crois qu'il y a un jeu démocratique qui se met en place. L'opposition s'organise à sa manière et que le pouvoir également, à mon avis, est très attentif effectivement au respect de ce jeu démocratique-là. Et oui, il y a de l'espoir. Peut-être qu'on assiste vraiment à une dynamique qui va conduire à une alternance finalement en temps souhaité par les Congolais. Alors, lors de ce grand meeting, les opposants ont bien évidemment fustigé l'utilisation de la machine à voter. Ils n'en veulent pas du tout, mais également le fichier électoral. Mais ils ne se sont toujours pas prononcés sur le nom du candidat unique. Tous les regards sont posés là-dessus. C'est ce qu'on attend. Comment l'expliquer? Qu'est-ce que cela traduit, le fait qu'encore aujourd'hui, on n'ait pas de nom en ce qui concerne cette candidature unique, M. Mahungu? Moi, je pense personnellement que le travail qu'il faut faire, c'est autour du circuit électoral lui-même. Le candidat ne posera pas de problème. Et il est mieux qu'il soit caché jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Pour éviter de la corruption ou une tentative de corruption. Parce qu'on ne doit pas mettre en oubli que dans le plan de Kabila, c'est manifester la poutinisation du pouvoir en RD Congo. C'est-à-dire qu'il s'arrange en ce que son dauphin prenne le pouvoir et le récupérer prochainement. Donc pour éviter cela, il faut forcément que l'opposition puisse gagner les élections. Et pour le faire, vous savez, la population est trop fanatisée en RD Congo. Ce n'est vraiment pas des calibres politiques qu'on retrouve. Donc il suffit que le seul bémol, c'est-à-dire l'instrumentalisation de la machine électorale, c'est ça qui peut causer problème. Et puis le fichier électoral, parce que les premières élections qui ont été faites, Kabila s'est arrangé de telle sorte que dans des régions où il y a à peine peut-être 500 000 personnes, il y avait déjà 2 millions, donc il va s'arranger. S'il y a de la vigilance, en tout cas, les choses sont faites pour que l'opposition prenne le pouvoir et que ça change en RD Congo. Vous êtes de cet avis? Absolument pas, parce que je vois déjà une opposition quand même qui est un peu assez irresponsable. C'est-à-dire? Une fois qu'elle nous a promis de dévoiler son candidat lors du meeting de samedi, il revient pour dire on l'a repoussé. Et il donne l'explication selon laquelle il faudrait cacher ça. C'est pas normal. Alors Jean-Pierre Bemba a demandé un délai de 10 à 5 jours. Exactement. Mais là n'est pas le sujet. Le fait de trouver un seul candidat, ce n'est vraiment pas la bataille. La bataille se trouve au niveau des revendications
qu'ils ont émis depuis longtemps et qui n'ont jamais été satisfaites. Justement, l'élection approche à grands pas. La machine, parce qu'ils ne se sont pas battus, parce qu'ils s'intéressent aussi à d'autres sujets. Peut-être au lieu de se focaliser sur vraiment l'arrêt de cette machine à voter qui vient de nulle part et qui ne sert à rien, qui selon moi est une farce totale, que le Congo essaie de mettre en place et que la communauté internationale condamne. Le fait qu'il n'y ait pas d'observateurs internationaux, ça c'est un problème. Et le fichier où a été effectivement inscrit des mineurs, il y a des mineurs et environ 6 millions de personnes qui n'ont pas d'empreinte digitale dans ce fichier. Oui, c'est sur ce sujet qu'il faut revenir et oublier l'histoire de candidats uniques à gauche, à droite. Ils peuvent en parler, certes. Mais ça ne doit pas être la priorité. Ça ne doit pas être la priorité. La priorité, c'est ailleurs. Parce que s'ils vont avec un candidat unique, avec cette machine, à coup sûr, ils vont perdre. Non, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ce qui est en train d'être fait en ce moment par ces partis d'opposition. Je crois qu'ils en sont conscients et ils ont posé les vrais problèmes. Effectivement, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire cette machine et la question, effectivement, des empreintes digitales, tout ça, ça a été posé. Et puis l'un n'empêche pas l'autre. On peut conserver les revendications. Quelque part aussi, il faut les encourager parce qu'il y a une dynamique qui est déclenchée et il faut mener cette dynamique-là de façon intelligente parce qu'on n'a pas intérêt à créer une situation où le pays va basculer. C'est ça qu'il faut éviter. Donc je crois que maintenant, ils vont s'organiser en fonction des réalités du pays, en fonction de ce que des stratégies du pouvoir. Mais vous êtes totalement naïf. Mais vous êtes naïf. Pourquoi je dis vous êtes naïf? Parce qu'il faut pas. Il y a aussi des signes qui ne trompent pas. Rarement une opposition arrive à avoir un candidat unique. C'est très rare. Même si le contexte est très difficile. Mais ce que je voulais dire, déjà le fait qu'il s'engage est très important. Moi, j'ai regardé les images, j'ai suivi. Le meeting devait commencer à 10h, finalement, c'est commencé très tardivement. Oui, mais je ne sais pas l'histoire du protocole. Alors, ils sont en train de c'est des partis d'opposition, chacun a un projet de société. Il faut que tous ces partis politiques arrivent à un consensus. Ce n'est pas des choses qui se décrètent. Ça se négocie. Voilà. Alors, dire que, par exemple, les gens... Mais moi, je trouve que c'est déjà courageux. C'est extraordinaire le fait qu'ils se langage et qu'ils fassent des meetings ensemble. C'est un langage de façade. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Au pouvoir et tu penses que voilà, le raisonnement dit... Non, c'est dangereux. Ils sont conscients qu'il faut qu'il y ait l'alternance. On va donner l'occasion à M. Faye de terminer son propos, de nous expliquer son propos. Allez-y. D'abord, l'alternance, ce n'est pas se dire oui, on veut le départ du président. Ça ne marche pas. Mais il n'est pas candidat déjà. Oui. Quand je dis président, je parle aussi de l'ensemble de son camp. C'est ça en fait, parce qu'ils veulent essayer de mettre tout sauf le camp du président actuel. Ça ne marche pas. Et ce que je disais, ils sont irresponsables parce que à partir du moment où on n'arrive pas à s'entendre sur un protocole, c'est qu'on ne va jamais arriver à s'entendre sur un candidat unique. D'autant plus que l'enjeu quand même, elle est énorme. S'ils arrivent à avoir une seule personne à la tête, ils vont peut-être le pouvoir. Si la machine passe, si la machine part. Mais il y a d'autres négociations à bas. Merci à tous les trois pour toutes ces précisions. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de votre émission. À tout de suite.